Bonjour et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale, l'émission des femmes par les femmes et pour les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie qui pensent et repensent la décolonisation. Aujourd'hui, l'équipe de La Pause décoloniale a décidé de faire le portrait d'une grande dame du Vanuatu et du Pacifique. Cette grande dame est née le 7 septembre 1954 sur l'île de Pentecôte au Vanuatu, qui s'appelait alors les Nouvelles-Hébrides. Chef coutumière sur son île natale, elle s'est lancée très jeune en politique, a obtenu ensuite sa licence de journaliste et est devenue députée à l'indépendance du Vanuatu. Elle y a été d'ailleurs l'une des premières femmes députées du pays nouvellement indépendant. Elle était une figure importante du mouvement anticolonial dans les années 70 et elle est reconnue pour son engagement contre les essais nucléaires américains et français dans le Pacifique. Elle est perçue comme étant une femme qui a ouvert la voie pour que les femmes entrent en politique au Vanuatu. Elle est décédée le 25 mai dernier et a été enterrée dans le nord de l'île de Pentecôte, Raga, le 26 mai. La Pause décoloniale lui consacre aujourd'hui un portrait pour lui rendre hommage. Hommage à Motari Lavoa, île d'Alini. Vous entendrez Anaïs Duong-Pedika pour la première partie, avec son portrait et des extraits d'interviews d'île d'Alini. Et dans la deuxième partie, Rosie Makalou nous lira un poème de Grace Mera Moulisa, Les femmes du village. Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Née en 1954, Motari Lavoa Hilda Lini a commencé son engagement politique à 17 ans en entrant dans l'association culturelle néo-hébridaise qui deviendra par la suite le parti indépendantiste Vanuatu Pati. Elle est la petite sœur du père Walter Lini qui est considéré comme le père fondateur du Vanuatu indépendant. Étant jeune, elle aidait son grand frère qui était éditeur du journal Viewpoints, c'est le journal du parti indépendantiste Vanuatu Pati, et elle allait dans les marches pour l'indépendance. Elle a ensuite obtenu une licence en journalisme de l'université de Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce à l'aide financière de la branche australienne du Conseil des Églises. Elle était la chef de la nation Turaga de l'île de Pentecôte, une île qui est aussi appelée Raga. Être chef est un statut coutumier élevé qui est rare pour une femme et ce statut la mettait au même niveau coutumier qu'un homme grand chef, lui donnant les mêmes droits et le même respect dans la coutume qui est appelée custom au Vanuatu. Avant l'indépendance et à partir de 1977, Hilda Lini a organisé le comité exécutif des femmes dans le mouvement de libération du Vanuatu jusqu'à l'indépendance du pays en 1980. En même temps, elle donnait la main pour le programme de l'implication de la jeunesse. Elle a d'ailleurs reçu une médaille de l'indépendance pour contribution importante à l'indépendance du Vanuatu. Formée en journalisme, elle devient aussi l'éditrice du journal du parti indépendantiste, prenant la place de son frère avant elle, et en 1980, ne trouvant pas de travail en rentrant de ses études, elle fonde le journal Nasiko. Nasiko veut dire Martin pêcheur, qui est un oiseau sacré au Vanuatu. Malheureusement, le journal ne durera pas longtemps pour cause de manque de financement. En effet, la majorité des financements venaient de publicités françaises et avec la montée du débat sur l'indépendance, les entreprises françaises ont arrêté de publier des publicités dans le journal. Hilda Lini était cependant de l'avis qu'il n'y avait pas assez de médias dans lesquels les gens pouvaient s'exprimer. Pour elle, les médias affiliés au gouvernement ne transmettent que les points de vue du gouvernement et il était plus sain d'avoir plusieurs points de vue. Malgré son engagement politique depuis l'adolescence, elle a fait face à de la discrimination de la part des hommes politiques Vanuatu qui l'empêchent d'être candidate aux élections en 1979. Elle était notamment critiquée sur le fait qu'elle était la sœur du père Walter Lini et c'est pourquoi cette année-là, ne voulant pas continuer à se battre contre les hommes de son parti, elle s'est retirée et a décidé d'organiser les femmes pour les prochaines élections. Ce sexisme ne l'a pas empêchée de continuer à critiquer ce qu'elle estimait n'être pas juste, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du parti, notamment sur les politiques liées à l'environnement, au développement et aux femmes. En 1980, elle est membre fondatrice du Conseil national des femmes. En 1982, elle a établi le Bureau des femmes de la Commission du Pacifique Sud, donc la CPS, à Nouméa. Elle était la première femme Vanuatu à faire partie d'une organisation internationale, ce qui lui a valu d'être critiquée au Vanuatu. Mais elle était déjà bien engagée dans la lutte des femmes car elle était vice-présidente du Conseil national des femmes du Vanuatu et impliquée dans le mouvement du Conseil des Églises du Pacifique, les mouvements de jeunesse mondiaux et au sein du mouvement pour un Pacifique indépendant et sans nucléaire. À travers ces mouvements, elle s'était construit un réseau de femmes militantes partout dans le Pacifique.
En arrivant à Nouméa, elle s'est rendue compte que les Français n'étaient pas contents du fait qu'elle ait été embauchée, de par son investissement dans la lutte pour l'indépendance du Vanuatu, son soutien au peuple kanak et ses positions contre les essais nucléaires. Elle ne restera finalement que 4 ans à Nouméa avant de rentrer à Port Vila, car il n'y avait pas les fonds suffisants pour les programmes prévus, mais aussi parce que son intervention au Forum des Nations Unies à Nairobi, au Kenya, marquera un tournant dans sa vie. Là-bas, Hilda Lini condamne les essais nucléaires et affirme que tous les gouvernements, toutes les églises, syndicats et toutes les femmes du Pacifique sont contre les essais nucléaires. Après cette intervention, elle a été bannie d'entrer dans les territoires français du Pacifique dans les années 1990 à cause de son militantisme contre les essais nucléaires et le colonialisme. Pour elle, on ne peut pas séparer les problèmes environnementaux du contexte politique colonial. En tant que militante indépendantiste ni Vanuatu, elle a soutenu les mouvements de libération de Kanaki, de Papouasie-Occidentale et de Timor de l'Est. En 2016, Hilda Lini expliquait que le mouvement de libération du Vanuatu s'est battu pour 3 choses. La restitution des terres coutumières, la souveraineté, la fin de l'esclavage, qu'il s'agisse du blackbirding ou des mauvaises conditions de travail dans le pays. Nous avons retrouvé nos terres et notre liberté. Mais 36 ans se sont écoulés et les conditions de travail ne se sont toujours pas améliorées. Même lorsque les gens partent à l'étranger pour des travaux saisonniers, ils ne sont toujours pas payés équitablement. Le blackbirding fait référence au système de recrutement de travailleurs forcés dans les îles du Pacifique, en majorité de Mélanésie, dont de Kanaki et du Vanuatu, pour aller travailler notamment dans les plantations dans le Queensland en Australie au XIXe siècle. Il y avait aussi des travailleurs Ni-Vanuatu blackbirdés qui travaillaient dans des plantations coloniales en Nouvelle-Calédonie. C'est une pratique qui est souvent apparentée à l'esclavagisme. Hilda Lini parle d'esclavagisme dans le contexte historique du blackbirding, mais aussi dans le contexte de mauvaises conditions de travail au Vanuatu contemporain et dans le contexte de travailleurs Ni-Vanuatu qui travaillent de manière saisonnière à l'étranger, comme en Australie, où les travailleurs rencontrent des conditions de travail abusives et sont très mal payés. Après l'indépendance, elle a été la première femme à être élue au Parlement Ni-Vanuatu en 1987 en tant que membre du parti indépendantiste Vanuatu Pati. Elle soutenait notamment l'intégration du socialisme mélanésien et des systèmes autochtones dans les économies modernes. En 2016, elle expliquait « La richesse moderne n'est pas accessible à toute la population, et c'est la raison pour laquelle les gens volent. Des gens vivent paisiblement selon des modes de vie traditionnels depuis des millénaires, et maintenant, nous leur demandons d'entrer dans le système monétaire. Et pourtant, il n'y a pas de place pour eux. Pourquoi le feraient-ils d'ailleurs ? Ils possèdent leurs propres terres et cultivent leur propre nourriture. Je travaille avec l'Institut mondial mélanésien, et nous promouvons un système qui reflète notre culture mélanésienne. Malheureusement, le gouvernement ne s'intéresse pas à ce système. Peut-être est-il trop à l'aise avec ce système occidental, et que c'est pour ça qu'il refuse de mélanger le système autochtone et la modernité. Mais c'est possible. Elle est ensuite devenue la première femme ministre en 1991 en étant nommée au ministère de la Santé et de la Provision des eaux en milieu rural. En tant que ministre de la Santé, elle a joué un rôle important pour persuader l'Organisation mondiale de la santé d'amener la question de la légalité des armes nucléaires devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. En 1993, elle occupe la place de ministre des Affaires étrangères et du Tourisme et pendant 2 mois en 1996, elle est ministre de la Justice, de la Culture et des Affaires des femmes. Son militantisme antinucléaire lui vaudra même de perdre ses responsabilités de ministre en 1993, notamment sous un premier ministre Ni-Vanuatu qui était pro-français, alors que la France menait toujours des essais nucléaires dans le Pacifique. C'est à ce moment-là que les leaders autochtones de Turaga et du Vanuatu se sont adressés à elle pour qu'elle les aide à préserver les valeurs autochtones liées à la propriété, à la paix et la sécurité qu'ils voyaient être en danger. Ils se sentaient exclus des décisions prises au niveau politique national et dans l'incapacité d'avoir de l'influence sur ce qui affectait leur peuple. Étant une chef elle-même, Hilda Lini comprenait et en 1996, elle se retire du Parti national et fonde le Tuvanuatu Community, un réseau de leaders autochtones à travers les communautés du Vanuatu, dont le but est de préserver le système autochtone de coexistence dans le pays, le système de propriété collective, de responsabilité partagée et de responsabilité communautaire. Dans un interview en 2016, elle expliquait « Je crois que le Vanuatu appartient à chacun d'entre nous. Nous l'avons tous construit. Pas seulement les autochtones Ni-Vanuatu, mais aussi les investisseurs et les familles d'expatriés qui vivent ici depuis des générations. Mais il est question de respect mutuel.
La gouvernance autochtone est axée sur la communauté et la paix, tandis que la gouvernance étrangère est axée sur l'individualisme et la compétition. Dans le futur, j'aimerais voir le système autochtone s'intégrer au système moderne. Il y a de la place pour chacun, mais nous devons gérer les choses de manière à ce que chacun soit digne, et non pas seulement pour que certains en bénéficient et d'autres non. Pour Hilda Lini, le fait que le Vanuatu acceptait et utilisait des stratégies de développement occidental était en contradiction avec les valeurs autochtones. C'est pour cela qu'elle s'opposait à ce que le Vanuatu accepte les programmes d'ajustement structurel proposés par la Banque mondiale et par le Fonds monétaire international. Je vous laisse maintenant écouter Hilda Lini qui parle de l'importance des systèmes économiques autochtones et de la transmission des savoirs qui y sont associés. Everywhere in the Pacific, including Vanuatu, we have the traditional economic system that sustains our life. And that's the most important thing. Until you eat everything, all the products from your garden and from the land, and nothing is left to eat, then you can go and look at other Partout dans le Pacifique et au Vanuatu, nous avons des systèmes économiques traditionnels qui nous permettent de vivre. Et c'est la chose la plus importante. Une fois qu'on aura mangé tous les produits de nos jardins, de nos champs, et qu'il ne restera plus rien, alors, à ce moment-là, on pourra aller regarder d'autres nourritures qui ne sont pas accessibles sur nos terres. Mais à l'heure actuelle, on a assez dans notre économie traditionnelle ou autochtone pour nous permettre de vivre et pour permettre à la génération d'après et celle qui suit de vivre. La seule chose dont on a besoin, c'est que ces savoirs autochtones continuent à être transmis pour que la génération d'après puisse vivre de l'économie autochtone. Mais aussi les technologies autochtones qui sont utilisées pour maintenir ce système. Nous avons besoin de ces connaissances pour pouvoir continuer. Ce savoir est très important parce que quand on regarde nos jeunes aujourd'hui, nous allons tous à l'école. Et à moins que l'école nous enseigne ces savoirs, les jeunes ne les apprennent pas. On ne peut trouver ces savoirs qu'avec les vieux, hommes et femmes, qui vivent dans les villages. Ce sont ces personnes-là qui ont les connaissances à partager avec nous. Donc c'est comme ça que les personnes autochtones pensent, parce que nous considérons que l'océan et la terre font partie de notre vie dans son intégralité. On s'intègre dedans et sans eux, nous souffrons. Because we see the ocean and the land and everything as our part of our integral life. We integrate with it. Without it, we will suffer because we are not part of it and they are not part of us. Lini était aussi connue pour son militantisme pour la libération des femmes. Dans les années 2000, elle a notamment organisé des ateliers pour encourager les femmes à se présenter aux élections. En 2018, elle a annoncé la création du premier parti constitué entièrement de femmes, le Parti démocratique Leleon Vanua, dont elle était la présidente. Le parti avait pour objectif de présenter plusieurs femmes candidates aux élections générales de 2020. Andrina Thomas, la secrétaire générale du parti, expliquait que le parti avait été créé car les femmes ont observé que dans les partis politiques contrôlés par les hommes, les femmes sont utilisées comme de simples décorations et l'égalité des genres n'est pas une priorité. Après 39 ans d'indépendance, les femmes Vanuatu se sont rendues compte que seulement 5 d'entre elles ont été élues au Parlement et qu'il était important d'instaurer un système pour que les femmes soient au Parlement. Et c'est pourquoi les mamans ont émis l'idée que les femmes devaient avoir leur propre parti politique dont elles auraient le contrôle. Malheureusement, le parti ne réussit pas à réunir assez de fonds et n'ayant pas le soutien financier de beaucoup de partis plus anciens et dominés par les hommes, et elles ne purent pas présenter de candidates aux élections en 2020. Les 52 membres du Parlement élus aux élections générales de 2020 étaient donc tous des hommes. Seulement 6% des candidats étaient des femmes. Lors des dernières élections générales ayant eu lieu en janvier 2025, sur 216 candidats aux élections, seulement 7 étaient des femmes qui se sont présentées et seule une d'entre elles a été élue, Marie-Louise Paulette Milne, qui représente le parti Green Confederation. Au début des années 2000, Hilda Lini est la directrice du Centre de ressources pour les affaires liées au Pacifique, qui s'appelle le Pacific Concerns Resource Center, à Suva, et c'est le secrétariat international du Mouvement pour un Pacifique indépendant et sans nucléaire. C'est d'ailleurs une organisation au sein de laquelle la militante indépendantiste kanak Susanoo Ney avait travaillé 10 ans plus tôt.
Le militant fidjien pour un Pacifique indépendant et sans nucléaire Stanley Simpson affirme que Hilda était une femme et une chef qui n'avait pas peur de challenger tout gouvernement, toute entité ou entreprise qui menaçait les droits et intérêts des peuples autochtones du Pacifique. C'était une femme leader qui n'avait pas peur d'aller à contre-courant, de questionner les normes et le statu quo, même si cela voulait dire qu'elle était parfois exclue. Dans les années 2020, Hilda Lini continuait tous ses combats. En 2020, elle était invitée à parler de l'extractivisme et de l'exploitation des fonds marins dans l'océan Pacifique, une question qui est d'actualité partout dans le Pacifique, y compris au pays, puisqu'en avril dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté pour suspendre l'exploration et l'exploitation des fonds marins. La question de l'océan est aussi au centre du projet Vision Kanak de l'océan, mené par le Sénat coutumier et l'ONG Conservation internationale. Je vous laisse écouter ce que Hilda Lini avait à dire en 2020 sur ces sujets. What I want to say now is that in the way we organized ourselves in the Pacific to fight against the nuclear testing, I believe that we could do the same with new technology that we have today. Ce que j'aimerais dire, c'est que la manière dont on s'est organisé dans le Pacifique pour lutter contre les essais nucléaires pourrait inspirer notre pratique d'aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On devrait pouvoir faire la même chose avec les nouvelles technologies qui existent afin de mobiliser nos gens pour s'opposer aux expérimentations dans nos océans. Je voudrais dire ici que nous devons nous réapproprier notre océan. Nous devons nous réapproprier notre place dans l'océan, nous, en tant que peuple autochtone, et nous avons besoin du soutien des peuples à travers le monde pour nous aider dans cette lutte. And we need the support of everyone elsewhere in the world to help us reclaim this. And we need to stop all these experiments that are going on because we have not been given the opportunity to give our consent as custodians of the ocean, custodians of the land, custodians of the sky. We haven't given our consent for them to do experiments in our area. Nous devons mettre fin à toutes ces expérimentations parce qu'on ne nous a pas donné l'opportunité de donner notre consentement en tant que gardiens de l'océan, gardiens de la terre et gardiens du ciel. Nous n'avons pas donné notre consentement pour qu'ils fassent des expérimentations dans notre région. En même temps, je pense qu'en tant que peuple autochtone, et je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais nous pourrions signer la concession de l'océan entre nous pour que les peuples autochtones de chaque pays et région, Mélanésie, Micronésie, Polynésie, aient le droit de gardiennage et propriété de leur propre océan, pour qu'on puisse protéger notre océan contre la surexploitation, la manipulation expérimentale et tout cela. Donc, je pense qu'il y a des moyens de déclarer notre propriété à nos endroits, à notre océan, à nos terres, pour pouvoir avoir le contrôle sur tout ce qui nous appartient. En même temps, je pense que notre passé nous a appris des choses. Même nos vieux, les anciennes générations, n'avaient pas les moyens juridiques pour lutter contre ces actions menées par des grandes entreprises pour le profit économique. Mais aujourd'hui, je pense que dans nos populations, nous avons des personnes qui sont formées au droit et qui seraient en mesure de nous aider dans cette lutte. Même au niveau de la Cour internationale de justice, il y a des moyens pour faire cela. And even our elders, our past generation didn't have the legal means to be able to fight these actions that's taking place for economic purposes by different big companies. But today, I believe we have our legal people, our own, who will be able to help us to fight these things, even up to the Court of Justice, the International Court of Justice. There are means to do so. La députée de Port Vila, Marie-Louise Milne, la troisième femme à représenter la capitale ni Vanuatu au Parlement, a affirmé que l'héritage de Lini vit dans toutes les femmes qui se lèvent pour servir leur pays et dans toutes les personnes ni Vanuatu qui croient en la justice et à l'unité. Elle affirme qu'elle restera toujours un symbole de force pour le Vanuatu et pour toutes les femmes mélanésiennes. La nièce d'Hilda Lini, Mere Tahisovic, la fondatrice de l'ONG Melanesian Women Today,
nous explique que, je cite, « Pour les femmes du Vanuatu et du Pacifique, Hilda Lini était plus qu'un modèle. Dans une région où l'héritage colonial et les systèmes patriarcaux ont longtemps étouffé les voix des femmes dans la vie publique et politique, Hilda s'est élevée non pas au mépris de sa culture, mais grâce à elle. Elle nous a montré qu'être ancrée dans la coutume et être engagée politiquement n'étaient pas contradictoires, mais des forces complémentaires et puissantes. » Hilda a rappelé aux femmes du Pacifique qu'elles ne sont secondaires dans aucun combat. Elle a mis en valeur les systèmes de savoir matrilinéaires autochtones qui existent depuis des générations, où les femmes sont propriétaires foncières, artisanes de paix et gardiennes du savoir spirituel. Elle a exprimé ses vérités sur la scène nationale et internationale, ouvrant la voie à ce que les femmes du Pacifique soient perçues et entendues comme des leaders à part entière. Son exemple a confirmé l'expérience des femmes rurales, des jeunes militantes, des mères et des grands-mères qui, souvent, œuvrent de manière invisible pour maintenir la cohésion des communautés. En se présentant au Parlement en tant que femme, chef et leader spirituel, Hilda a contribué à démanteler le mythe selon lequel le leadership est l'apanage des hommes. Elle a passé le bâton à des femmes qui portent aujourd'hui cette flamme dans les foyers, les conseils de village, les forums mondiaux et l'avenir. Fin de citation. Dans leur communiqué écrit par Marie-Pierre Goyetch, le Parti travailliste affirme que, en Kanaki, notamment à l'USTKE et au Parti travailliste, nous sommes nombreux à avoir eu la chance de la côtoyer et de travailler avec elle. Nous gardons l'image d'une camarade attachante, d'une militante engagée et d'une femme ouverte et chaleureuse. À la pause décoloniale, nous espérons que ce court portrait d'Hilda Lini lui aura fait justice. Nous apportons nos pensées à sa famille, à la nation Turaga de l'île de Pentecoste, et au Vanuatu qui perd une femme et une militante passionnée. Nous espérons que son parcours et son héritage continuera de guider toutes les femmes et peuples du Pacifique. Ce portrait a été réalisé avec des extraits d'interviews d'Hilda Lini réalisés par David Roby en 1991 et Yasmine Björnum en 2016. Les extraits sonores sont issus d'un séminaire donné par Hilda Lini en 2020 dans la série de webinaires intitulée Drawing the Pacific Blue Line, co-organisée par le Pacific Conference of Churches, la conférence des églises du Pacifique, le Development Alternative with Women for a New Era, alternative de développement avec les femmes pour une nouvelle ère, le DAWN, le Pacific Island Association of NGOs, l'association d'ONG du Pacifique, le PIANGO, et le Pacific Network on Globalization, le réseau pacifique sur la mondialisation, le PANG. Vous pouvez retrouver l'enregistrement du séminaire et l'échange qui a suivi en anglais sur la page YouTube de Pang Media. Remerciements à l'ONG Nivanuatu, Sista, qui a fait un gros travail de partage d'informations sur les luttes des femmes Nivanuatu. Dans cette seconde partie de l'émission, vous entendrez Rosie Makalou lire le poème « Les femmes du village » de Grace Mera-Molisa. Grace Mera-Molisa était une poétesse, femme politique et militante pour la lutte des femmes Nivanuatu. Née en 1946, elle est décédée en 2002 à l'âge de 55 ans. Elle a été la première femme Nivanuatu à obtenir un diplôme universitaire qu'elle a eu à l'Université du Pacifique Sud, à Fidji, en lettres. Enseignante et membre du Vanuatu Party dès sa création, elle occupera des postes à responsabilité après l'indépendance auprès du ministre des Affaires sociales, puis du Premier ministre Walter Lini, le grand frère d'Hilda Lini, pendant plusieurs années. Elle quittera le Vanuatu Party en 1995 dans le but d'amener les femmes à contester les élections générales dans un mouvement de protestation. Grace Mera-Molisa et Dewe Gorode se rencontrent en 1975 à Suva lors de la conférence régionale des femmes à Fidji pour préparer la première conférence mondiale des femmes qui allait se tenir au Mexique la même année. Elles faisaient toutes les deux partie de la même délégation des femmes du Pacifique. Dewe Gorode traduira par la suite quelques-uns des poèmes de Grace Mera-Molisa en français qui ont été publiés en 1997 dans un petit livre intitulé « Pierre noire ». Le poème « Les femmes du village » en est extrait. On écoute. Les femmes du village. À Vanuatu, les femmes du village naissent et se nourrissent de la nature. De nature, les femmes du village sont simples, droites, elles-mêmes.
Les femmes du village écoutent, pèsent, soupèsent, décident. Les femmes du village ne sont pas folles, elles savent ce qu'elles veulent. Les femmes du village sont honnêtes, fort respectueuses et se respectent. Les usages des femmes du village sont le modèle et l'étiquette du Vanuatu. La femme du village c'est pas rien inomakas, sans prétention, sans illusion, sans hypocrisie. À Vanuatu, les femmes du village travaillent jour après jour, année après année. À Vanuatu, les femmes du village portent leur pays sur leurs épaules. Vous venez d'entendre le 4e épisode de la pause décoloniale consacrée à Motari Lavoa, Hilda Lini. Nous espérons que ce court portrait d'Hilda Lini lui aura fait justice. Nous apportons nos pensées à sa famille, à la nation Turaga de l'île de Pentecôte et au Vanuatu qui perd une femme et militante passionnée. Nous espérons que son parcours et son héritage continueront de guider toutes les femmes et peuples du Pacifique. Grand merci à Mereta Risovic pour son témoignage dans cette émission. Merci à Radio Jido pour la diffusion, merci à Anaïs Duong-Pédika et Rosie Macalou, et évidemment, merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et votre écoute. Vous pourrez retrouver cet épisode en podcast sur notre chaîne YouTube, La Pause décoloniale KNC, et vous pourrez retrouver toutes nos dernières infos sur notre page Facebook du même nom. Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.